Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà de retour pour une nouvelle émission en mode interview. De quoi est-ce qu'on va parler? Alors, on va parler commerce, on va parler du luxe et puis on va parler avec Vincent Maillet qui vient nous voir régulièrement de ce qui se passe du côté du e-commerce. Vous allez voir, enfin, il y a un moment, de toute façon, qu'on se dit que... Bon, je l'ai titré comme ça, on verra Vincent, mais la fête est finie peut-être pour le e-commerce, mais voilà, on va parler de ça. Mais d'abord, on parlera du luxe. Chez moi, quand même une interrogation fondamentale sur mais pourquoi est-ce que le luxe fonce dans la dématérialisation alors que, par définition, son triomphe, c'est d'être matériel. On va parler de tout ça. C'est pas philosophique, je vous rassure, c'est du business. Ensuite, la Coupe du Monde de rugby. Bah oui, la Coupe du Monde de rugby. Jacques Rivoal, le président du comité d'organisation, je voudrais pas dire de bêtises, il nous précisera. Enfin bref, le business de la Coupe du Monde de rugby. Oui, ce sera profitable. Oui, on gagne de l'argent avec cette histoire. Voilà. Et puis ensuite, Sébastien Abyss, lui aussi, vient nous voir régulièrement, Déméter, l'ensemble des analyses agricoles. Un petit quiz, tiens, je vais poser la question à Vincent pour démarrer. Je ne le savais pas. Non, mais c'est vraiment un chiffre très impressionnant autour de la production de blé. Vous allez voir ça. C'est parti, c'est Bismart. Vincent Maillet, donc avec nous, directeur général de Havas Paris, président d'Havas Commerce, qui se dit mais qu'est-ce qu'il dit le blé, mais j'y connais rien moi au blé. Non, le chiffre très impressionnant, c'est parce que c'est un truc de citoyen en fait qu'il faut qu'on sache tous combien de pays dans le monde peuvent réellement exporter du blé et sachant que le monde entier a besoin de blé pour manger, tout simplement. Je te donne la réponse, 8. T'as seulement 8 pays dans le monde qui sont en capacité de vraiment exporter du blé. Donc quand on a deux d'entre eux qui se font la guerre, en l'occurrence la Russie et l'Ukraine, on se rend compte quand même de la fragilité de l'ensemble de cette production. On en parlera avec Sébastien Abyss, parce que la réflexion qu'on doit tous avoir derrière, je veux bien qu'on soit tous dans des réflexions profondes autour du climat, de l'écologie, du carbone, etc. et tout, mais déstabiliser, oui, des filières de production intensive, ok, ce sont des filières de production intensive, mais elles sont nécessaires à nourrir la planète. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. On parle de ça avec Sébastien Abyss dans un instant. Mais d'abord, donc, avec toi, Vincent, le luxe. Donc, magnifique objet fait par Havas. Voilà, je le montre là. Merci. Non, magnifique objet. Magnifique. Non, je trouve cette photo absolument incroyable. Donc, Luxe 3.0. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi d'abord le concept. Qu'est-ce que ça veut dire Luxe 3.0 dans ton esprit? Luxe 3.0, c'est vraiment l'évolution du luxe aujourd'hui, confronté au digital et à tout ce qui est en train de se passer dans le numérique. Sachant que les marques de luxe, notamment françaises, enfin, globalement, elles sont mondiales, la plupart. Ouais. Et en gros, c'est comment je m'attaque au marché chinois quand je suis une marque de luxe, que je veux préserver quand même ma qualité. Donc, je cherche une distribution sélective. Je cherche à maîtriser mon territoire et mes éléments de marque, mais malgré tout, je suis sur un marché qui est mass market. C'est-à-dire que même le luxe en Chine, il est mass market tellement il est monstrueux. Et donc, et surtout, il passe aussi par essentiellement le numérique, puisque des applis comme Alipay, comme WeChat, comme Tmall, Luxury Pavillon, qui sont les grosses apps en Chine, sont tellement monstrueuses qu'on peut pas déroger. Donc, on est obligé d'y aller. Mais on peut pas déroger. Alors, enfin, pendant un moment, le luxe a espéré. Ils n'ont pas espéré pouvoir y déroger ou en tout cas garder le contrôle. Non, je pense pas qu'ils, enfin, en tout cas, ils voulaient y aller parce qu'ils voyaient bien qu'il y a un certain nombre de clients, notamment la jeune génération, la Gen Z en Chine aujourd'hui, qui consomme du luxe, énormément de produits de luxe. Cette Gen Z aujourd'hui, elle fait tout sur mobile. Donc ils étaient un peu obligés d'y aller. La question, c'est est-ce qu'on y va dans des grandes marketplaces populaires, type AliExpress en Europe, type Amazon, type Taobao en Chine? Est-ce qu'on va sur ces grandes marketplaces qui sont espèce de foire-fouille où il y a... enfin, on les voit au moment de la fête des célibataires. Là, où Eleven, en fait. Mais enfin, ça ne correspond pas au code du luxe. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a eu deux phénomènes. Il y a un phénomène, c'est que les marques de luxe, elles, ont dit, bon, il va quand même falloir qu'on trouve une solution pour y aller. Et puis, il y a les marketplaces qui, elles-mêmes aussi, ont mis en place des solutions pour qu'elles puissent y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tmall, par exemple, est devenu... Donc, Tmall, c'est Alibaba. Tmall, c'est Alibaba. Tmall Luxury Pavillon, qui est devenu une marketplace dédiée aux marques de luxe. En fait, vous avez à l'intérieur de cette marketplace uniquement des grandes marques de luxe. Alors après, ce qu'il y a, c'est que les chiffres d'audience, de consommation, de nombre de clients qui viennent acheter dessus sont tellement colossaux que voilà, ça redevient un terme du mass market, mais c'est du mass market, entre guillemets, mass market dans le définition du terme, mais ça reste quand même du luxe parce que dans cette marketplace, vous avez que des marques de luxe. Et il n'y avait pas moyen, alors peut-être qu'on va le montrer, vous parlez d'un nouveau paradigme sur
ce que veulent aujourd'hui les consommateurs, nouveau paradigme du luxe. Il n'y avait pas moyen de rester, parce que ça a été, moi, je me souviens d'avoir suivi la réflexion, on va dire, fin de la décennie 2010. Ok, on va y aller, mais on design tout nous-mêmes. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, c'était pas possible, en fait, de rester dans cette logique-là, notamment si on voulait aller en Chine. Bah, aujourd'hui, ils maîtrisent... Parce que le Luxury Pavillon, c'est quand même Tmall qui l'administre. Oui, c'est quand même une... On est vraiment dans des pavillons qui sont des maisons de luxe et c'est elles qui choisissent et qui déterminent leur territoire. Et donc, ils peuvent y mettre totalement l'ensemble de leurs éléments marketing et tout. C'est totalement maîtrisé. D'accord. C'est la force, entre guillemets, des Chinois. C'est toujours pareil. Hein. Moi, je suis toujours bluffé parce que chez Alibaba, alors bon, là, en ce moment, ça a moins fort. Là, ça secoue un peu. Ça va pas moins fort, c'est juste qu'ils sont en train de couper le truc. Ça secoue un peu. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est quand je regardais l'application AliExpress en France, qui est l'émanation des marketplaces Alibaba pour l'Occident, en fait, il a changé quasiment tous les 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire qu'on voyait qu'ils avaient une capacité de développement qui est absolument phénoménale. Ouais. Qu'on n'a pas en Europe, en Occident, on n'a pas cette rapidité, cette vivacité, cette capacité à modifier comme ça. Alors les Chinois adorent ça, ils adorent la nouvelle fonctionnalité, le nouveau plus, le nouveau truc, ils adorent naviguer là-dedans. Et en fait, je l'ai vu là, donc sur AliExpress, on voit en Chine, ils ont eu cette capacité, cette agilité de dire on va s'adapter aux marques de luxe. On va les faire venir, on va leur donner un cadre, un cocon dans lequel elles se sentiront à l'aise et elles pourront commercer sans avoir la crainte ou la peur de se retrouver confrontées à des marques qui sont des copies, des contrefaçons. Ouais, d'accord. Et du coup, ça fonctionne. Après, il y a tout l'aspect Web 3. Ouais. Et là, je dois te dire, Vincent, je suis peut-être trop vieux, je ne comprends pas. Ouais. Le luxe, c'est la matière. Ouais. Le luxe, c'est les étoffes, les cuirs, enfin bref, tout ce qui fait le luxe. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vendre leur âme à aller faire des pompes digitales pour faire des NFT. Et les NFT, c'est quoi? Les NFT, à terme, ça peut être à la fois un programme de fidélisation et un titre de propriété. C'est-à-dire que quand on achète un NFT, on participe finalement à un programme de fidélité qui est rattaché au produit qu'on a acheté. Et donc, on a à la fois ce titre de propriété, un objet qui est digital, j'en conviens, qu'on a acheté, prix relativement faible, qui peut donner droit en fait à je veux acheter un produit, un vrai produit dans le luxe, qui peut donner droit à un certain nombre de services, d'informations, de communication autour de cet objet. Donc un NFT, c'est un peu comme une carte de fidélisation, enrichie, digitalisée. Alors là, pour le coup, on avait une carte en matière plastique. Là, il n'y a plus rien. Ouais. On a cet NFT qu'on peut acheter ou qu'on peut vendre ou qu'on peut, qui permet aussi d'accéder à des services qu'on n'a pas forcément si on l'a pas. Tu te retrouves à Vintimille, c'est-à-dire tu te retrouves. Oui. Et alors à ce moment-là, tout le monde a accès à Gucci. Alors, mais si tout le monde a accès à Gucci, Gucci est plus Gucci. Non, parce qu'en fait, ils gèrent ça intelligemment. C'est-à-dire que vous n'avez pas des millions de NFT qui sont vendus. Un peu comme le Bitcoin. La particularité du Bitcoin, c'est qu'il a de la valeur parce que tout le monde ne peut pas en avoir et que le nombre de Bitcoins qui sont minés sont réduits. Donc là, c'est la même chose. Le NFT, il est réduit, il est limité. Il peut demain avoir une valeur qui peut monter, une petite forme de spéculation sur les NFT. Ouais. Donc, mais qui là aussi va leur échapper. Enfin, j'ai l'impression, ils sont dans un. On en a parlé. Donc un besoin de contrôle et une nécessité de contrôle qui me paraît même aujourd'hui définir finalement ce qu'est le luxe, c'est-à-dire tu as la capacité, et tu as la capacité d'un contrôle absolu, et là, ils vont laisser filer des trucs. Si, il le gère. Moi, je pense que c'est pas un problème, ça. Je pense qu'il le gère. Il le gère parce qu'en fait, il décide du nombre des NFT, du prix. Alors après, oui, il peut y avoir une petite spéculation, mais comme il y a une spéculation sur les vrais sacs, ou les vraies chaussures, ou les vraies cravates, ou les... Ils essayent de freiner, ils se battent. Enfin, on a discuté régulièrement avec Vestiaire Collective, avec... Sûr. Après, il y a... VP, et tout ça. Le point positif, quand même, des marques de luxe dans ces univers, comme les métaverses, comme ces grandes plateformes, c'est que, finalement, à partir du moment où on leur donne dans ces univers-là, d'accord, la possibilité d'abord de ne pas être confrontés à tout et n'importe quoi, et surtout de maîtriser leur territoire, en fait, ça les augmente, ça les enrichisse, les marques de luxe. Alors, je trouve que c'est là où nous, on a été assez bluffés de la créativité, de l'inventivité avec laquelle elles sont allées décliner leurs concepts dans des univers qui ne sont pas les leurs au départ, mais qu'au final, ça reste du Gucci,
ça reste du Dior. Enfin, D'accord. Et puis après, faut un peu vivre avec son temps. C'est-à-dire que la génération Z, c'est-à-dire la jeune génération de jeunes Chinois, enfants uniques, formés, éduqués, avec un fort pouvoir d'achat, si vous voulez les toucher, vous êtes obligé d'aller d'utiliser le canal numérique. Sinon, vous les touchez que faiblement. À l'échelle de la Chine. Non, je comprends. Et c'est sans doute une porte d'entrée, en fait. C'est une porte d'entrée vers la marque. Une porte d'entrée vers la marque. Et ensuite, ça leur permet de rentrer dans cet univers-là, de les séduire par, effectivement, des choses qui sont digitales et qui sont virtuelles. Et puis, à terme, ils viennent acheter des produits, quoi. Et puis, ils sont fans des produits. Donc, il n'y a pas de souci. Bon. Donc, je ne suis pas si inquiet que ça, moi. C'est pas ça qui m'inquiète. D'accord. Je trouve qu'elles ont fait. Qu'est-ce qui t'inquiète, alors ? Rien. Ah oui, c'est ça, parce que Non, mais c'est pour répondre. C'est pas ça qui m'inquiète, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose qui... Pour répondre à ton point, en fait, je trouve pas ça inquiétant. Moi, j'étais très agréablement surpris de la qualité. Il y a une phrase, je dis à la fin, c'est pas parce que ce sont des marques de luxe qu'on les respecte, c'est parce qu'elles se respectent que ce sont des marques de luxe. Ouais. Il y a cette idée quand même, elles n'ont pas foncé tête baissée dans les marketplaces, elles ont dit on va y aller. On ira sans doute un jour. Elles ont fait quelques incursions. Elles ont dit non, mais tant que ce sera mainstream, on n'ira pas. En revanche, quand les marketplaces elles-mêmes ont évolué et ont créé le cadre qui est plutôt fertile à l'expression de leur territoire et de leur marque, là, pour le coup, elles y sont allées. Non, mais les marketplaces, je comprends, c'est effectivement très intéressant. C'est l'aspect Web3, ouais, voilà, qui... Il commence à y avoir des mannequins virtuels qui ont une vraie vie, une véritable identité, avec une date d'anniversaire, etc. Mais oui, mais elles ça, sont suivies par des ça marche pour Uniqlo. Enfin, je me dis que Dior, enfin, je sais pas. Si, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est dans le temps tourne très vite. E-commerce, la fête est finie. Donc c'est un graphe qu'on va voir que tu m'as envoyé, qui est effectivement assez spectaculaire. Ouais, ça... et qui montre, bon ben voilà, là pour le coup il y a des graphes qui sont un peu inutiles, celui-là il se passe de commentaires, et pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais on voit clairement la courbe du e-commerce qui rejoint et challengée d'ailleurs par la courbe du commerce physique. Tout à fait. Moi, j'ai été absolument abasourdi par ce graphique. On est d'accord. Je ne m'attendais pas du tout à ça. D'accord. Parce qu'en fait, donc on voit l'effet Covid avec une petite remontée, là vous le voyez, du e-commerce et évidemment une chute du commerce physique. Le revenge à la réouverture, on le voit bien aussi, le commerce physique qui, alors là, défonce tout. Et puis ensuite, tu vois un truc assez flat, quoi, toi, en fait. Ouais. Alors pour moi, il y a plusieurs phénomènes. Alors je me rappelle déjà être venu dans ton studio et je me rappelle avoir dit, on a, grâce au Covid, finalement, le e-commerce a explosé, a gagné 5 ans. Et une formidable accélération du développement du commerce. Et là, en fait, on a aussi une espèce de retour de bâton qui est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait, le e-commerce est en train, là, pour le coup, la courbe, il s'écroule. Ouais. Il s'écroule littéralement, et on voit qu'en fait, il vient coller à la progression du commerce traditionnel, c'est-à-dire qu'on est dans les deux courbes se suivent. Là où elles étaient totalement dissociées jusqu'ici, maintenant, elles sont totalement corrélées. Et là, c'est assez intéressant. Alors, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de phénomènes qui ont fait ça. Il y a un premier sujet qui est l'inflation. L'inflation a fait que tout le modèle discount, qui est un modèle traditionnel, c'est-à-dire le modèle discount n'est pas un modèle e-commerçant par définition, c'est un modèle retail dur. C'est un modèle retail dur, c'est-à-dire on fait des économies sur les coûts, on fait des économies sur les magasins, sur la mise en place, sur machin. On ne fait pas du e-commerce, on ne fait pas de la livraison parce que ça vient flinguer les marges et donc on n'est plus compétitif sur le prix. Donc du coup, le consommateur, qui est quand même un bon sens absolument effroyable, dit non mais attends, moi je vais arrêter de commander e-commerce, je comprends, et je vais retourner dans le discours. Donc c'est rassurant. Okay. Donc c'est Lidl, Aldi, on voit Leclerc aujourd'hui qui gagne des parts de marché encore, etc. et qui s'en sort super bien. Aux États-Unis, c'est Walmart. C'est-à-dire là où tout le monde vraiment prévoyait la mort de Walmart, en fait, c'est plutôt Amazon qui met un genou à terre et Walmart qui s'en sort plutôt bien. Dingue. En fait, ils recrutent des revenus de plus de 100 000 $ annuels, là où, pour ces gens-là, aller chez Walmart, c'était un peu infamant, quoi. C'était un peu compliqué. Et c'est pas du tout le cas. Donc Walmart est en train de revenir, donc ça c'est le premier phénomène. Le deuxième, c'est aussi ce sentiment de, sans doute, maîtriser un peu mieux ses coûts quand on va dans des modèles discount. Et puis, ce qu'on ressent, c'est qu'ils n'ont pas vu, pour moi, les e-commerçants, en tout cas, ils n'ont pas vu. Ils ne sont pas vraiment adaptés à la crise. C'est-à-dire que ça reste quand même un modèle plutôt non alimentaire et plutôt de consommation, d'accord ? Plutôt citadin.
Et qu'on voit qu'aujourd'hui, cette cible-là, de gens citadins qui achètent plutôt du non-alimentaire en ligne, etc., quand vous commencez à avoir des problèmes de revenus, le premier poste qui commence à souffrir, c'est celui du non-alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet aussi, et rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes, un effet quand même digitalisation accélérée des magasins, cette révolution qu'ils devaient tous faire, ils l'ont faite, contrainte, forcée, autour du Covid et de sortie de Covid. Tout à fait. Et là, ils ont vraiment les armes. Tout à fait. Je pense que moi, alors là, je fais un peu de prévision, mais je pense que le futur modèle, en fait, vers lequel toutes les enseignes sont convergées, c'est-à-dire qu'on voit Carrefour, on voit Walmart, on voit Tesco, par exemple, en Angleterre, tous ces modèles traditionnels de retail, aujourd'hui, intègrent une marketplace, commencent à intégrer de la livraison quasiment partout. Et donc le e-commerçant, on va dire, classique ou pure player e-commerçant, commence à souffrir. Un modèle comme Ocado en Angleterre, qui est un sublime modèle de livraison du frais, commence à souffrir parce qu'il est cher. Alors que Tesco, Asda, ces gens-là, ou Sainsbury, s'en sortent mieux. Merci Vincent. Merci. Vincent Maillet, donc, qui nous accompagnait, directeur général Havas Paris. Et maintenant, c'est le rugby. Et donc on repart avec Sébastien Abyss. Salut Sébastien. Bonjour. Merci de venir nous voir. Alors il y a deux bouquins, votre actualité comme on dit dans les grandes émissions de télé. Donc il y a le Déméter dont on avait largement parlé l'année dernière. On va dire, vous faites le point tous les ans avec énormément de contributeurs évidemment sur ce qu'il y a de neuf globalement dans l'année agricole, c'est un peu ça. Oui, le Déméter, c'est le grand point prospectif sur l'état de la sécurité alimentaire mondiale, le développement durable. On parle aussi de pêche, d'aquaculture, d'innovation. Et puis évidemment, on revient sur ces transitions en ce moment climatiques, énergétiques, où les mondes agricoles sont particulièrement concernés. Ouais. Mais là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la géopolitique du blé. Il est là. Alors, j'ai dit une ânerie d'ailleurs, ça m'avait tellement frappé, mais j'ai dit une ânerie en faisant le sommaire, qu'on va corriger tout de suite. C'est-à-dire, dans le sommaire, j'ai appris un tas de trucs, et notamment, il n'y a que 8 pays qui sont en capacité d'exporter du blé. Non. Il y en a 8 qui exportent massivement, c'est ça, Sébastien? C'est ça, en fait, on a sur la planète une centaine de pays, donc un pays sur deux en gros qui cultive du blé. C'est une céréale importante aujourd'hui dans le paysage agricole mondial. C'est un 8e des terres cultivées sur la planète, donc le blé, il est très présent. Une centaine de pays en cultivent. 15 pays font 80% de la production et en fait 8 pays font 80% de l'exportation parce que rares sont finalement les nations qui peuvent à la fois produire, nourrir leur population et libérer des surplus à l'export. Je disais, c'est pire que les fameuses terres rares. Oui, on nous parle régulièrement. On n'a pas conscience de ça, de ces goulets d'étranglement qui fondent justement une réelle géopolitique du blé. Je crois qu'on n'a pas conscience de ça. On n'a pas suffisamment conscience à quel point l'état de la sécurité alimentaire mondiale en fait est assez fragile. Il repose sur des équilibres qui sont ténus et donc le rapprochement de l'offre et la demande est partout challengé en permanence, à la fois sur des circuits courts ou sur des circuits intercontinentaux. Et c'est vrai que le blé, c'est assez illustrant de cette situation. Le blé dont on peut rappeler par ailleurs qu'il est consommé au quotidien par plus de 4 milliards de consommateurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'une céréale qui vient sous forme de pain, sous forme de pâte, dans la dimension sécurité humaine et sécurité alimentaire, pas très chère, très populaire, et qui, encore une fois, quand elle n'est pas là, cette calorie céréalière à base de blé, c'est que généralement, il n'y a pas grand-chose d'autre à table. Voilà, c'est ça. Et pas très cher, enfin, il suffit de peu, on l'a vu, pour que le prix double. Globalement, la guerre en Ukraine, ça fait doubler le prix, c'est ça à peu près? En fait, ce qu'il faut et puis là, vas-y. On a eu en fait un double palier franchi, c'est-à-dire qu'entre le Covid, le déraillement logistique sur la scène internationale, l'explosion des coûts du fret maritime, etc., le prix du blé, il a doublé entre le printemps 2020 et début 2022. Voilà. Et en fait, quand l'invasion de la Russie s'opère en février 2022, que cette guerre s'intensifie, le prix du blé est passé de 300 à 450 € la tonne entre février et mai 2022. Ah oui, il avait déjà doublé et il a repris 50%. En fait, on avait atteint un pic inflationniste important et il y a eu un vent violent supplémentaire issu de mer Noire parce que, et là peut-être il faut toujours rappeler,
que le seul endroit de la planète qui a produit plus de blé et exporté davantage de cette céréale sur la scène internationale depuis 20 ans, c'est le bassin de la mer Noire. Russie et Ukraine, c'est deux superpuissances agricoles, mais surtout qui ont produit beaucoup plus de blé et libéré une grande partie de leur récolte à l'international. Alors, c'est là où on est au cœur de la géopolitique, parce que je crois pas que vous suiviez, à moins que vous soyez vraiment sur le... Moi, je dois avouer que j'avais un peu décroché de cette histoire de corridor. C'est-à-dire qu'au moment où, quand même, les salves de missiles tombent sur Kiev, au moment où... Enfin, bon, bref. Il y a un truc qui fonctionne entre l'Ukraine et la Russie. C'est complètement fou, comme s'il était vraiment impossible que ça ne fonctionne pas. Oui. Et donc, c'est ce corridor d'exportation. Oui, alors ce corridor, en fait, il faut peut-être insister sur 3 points. D'abord, pour l'Ukraine, 90% de son exportation agricole passait par la mer Noire. C'est ce que j'ai souvent appelé la maritimisation de la sécurité alimentaire mondiale. C'est vrai, grosso modo, de tous les flux agricoles et alimentaires sur la planète. Mais pour l'Ukraine, évidemment, aller sur la mer Noire pour ensuite conquérir le bassin méditerranéen, etc. C'était absolument massif. Et quand la guerre s'intensifie le 24 février, les forces navales russes font un blocus. Les propres Ukrainiens minent également leurs littoraux et leurs accès maritimes pour empêcher une invasion par la mer. C'était une des grandes craintes. Bien sûr. Et donc, en fait, entre fin février et le 1er août, plus aucun grain ukrainien ne sort par la mer. Et il est vrai qu'il y a eu des négociations au niveau onusien avec une entremise importante de la Turquie pour que les Russes et les Ukrainiens s'entendent indirectement et rétablissent un corridor maritime qui permet depuis Odessa de reprendre la mer et d'exporter des grains depuis l'Ukraine pour fournir le marché mondial. Ce corridor mer Noire a été établi au 1er août pour 180 jours. Il a été étendu à nouveau début novembre pour une nouvelle période et il vient d'être réétendu à nouveau pour une période selon la Russie de 60 jours, selon l'ONU et l'Ukraine de 180 jours. Donc on voit que à chaque renouvellement c'est étendu. Mais vous avez raison, c'est le seul accord depuis plus d'1 an avec ce conflit qui lie indirectement la partie russe et ukrainienne. Diplomatie et céréales, c'est une histoire intime. Ouais. Et alors, tu vas peut-être pas au bout justement dans l'explication du truc. Moi, là, en ce moment, la Russie, je trouve ça très intéressant, est en train d'essayer de fédérer autour d'elle ou derrière elle une sorte de Sud global. C'est comme ça que, notamment, les anglo-saxons l'appellent. En fait, elle ne peut pas se permettre d'affamer ce Sud global et de tenir d'un autre côté ce discours, nous sommes la voix des pauvres face à l'Occident qui veut nous ruiner. Absolument. Elle a besoin, la Russie, à la fois d'être cohérente par rapport à ce narratif qu'elle a développé vis-à-vis du reste du monde depuis des années, qui était de dire comptez sur nous pour vous nourrir. Exactement. Et donc, en fait, la Russie continue depuis 1 an à exporter beaucoup. Elle a juste simplement fait un peu de chantage parfois auprès de certains pays en disant attention, ne nous critiquez pas trop. Ne faites pas de sanctions contre nous, ne vous rangez pas finalement à l'Occident ou aux sanctions européennes, faute de quoi on serait capable de fermer le robinet céréalier. Les autorités russes au plus haut niveau, que ce soit le président ou Medvedev par exemple, ne se sont pas privés de le dire ouvertement et d'activer cet épouvantail. On va arrêter de vous donner notre blé si vous nous critiquez ou vous nous sanctionnez. Et ils peuvent cibler à ce point-là Oui, parce qu'aujourd'hui la Russie fait 20% de l'exportation mondiale de blé à elle toute seule aujourd'hui. C'est vraiment le champion international à l'export de blé. Et en plus, elle a récupéré des terres à blé en Ukraine. Et donc, elle a un peu augmenté son potentiel. Je rappelle qu'il y a 20% du territoire ukrainien qui est aujourd'hui occupé par la Russie. Mais on ne peut pas cultiver là-dessus. Il y a une partie du territoire cultivé où on a encore des champs agricoles actifs. Ce qui n'est pas évidemment toujours le cas côté ukrainien. Évidemment, ce conflit en Ukraine, depuis 1 an, ravage l'agriculture ukrainienne, qui reste résiliente, mais les sols sont endommagés, les chars traversent parfois les champs, les agriculteurs ne sont pas tous mobilisés comme par le passé. Et puis évidemment, il faudra regarder de près les cultures céréalières ukrainiennes demain, sur le plan pollution, qualité, puisqu'on sait que beaucoup de sols ont été minés, beaucoup de sols reçoivent des obus, et donc ces présences sur des terres agricoles qui sont de très bonnes terres risquent de mettre à mal la fertilité des sols et
la réputation aussi sanitaire des productions alimentaires de l'Ukraine. Mon autre surprise, mais là c'est parce que on aurait dû on arrête d'ouvrir les bouquins de géographie quand on passe le bac, quoi, globalement. C'est la Chine. Oui. Elle a vraiment, pardon de moi de le dire comme une surprise, parce qu'évidemment ça date pas d'hier, mais la Chine aujourd'hui, premier producteur mondial. J'avoue, Sébastien, que je ne savais pas. Je suis tombé. En fait, il faut. Ça a été une révolution comparable à la révolution industrielle chinoise, finalement. Oui, il faut comprendre qu'en fait, le blé s'est internationalisé dans ses consommations sur le temps très long avec l'urbanisation. Il faut partir de cette dialectique-là. Et on consomme en Asie de plus en plus de blé sous différentes formes, pain, produits transformés, biscuiterie, viennoiserie, pâtisserie. Bon. Donc ces pays achètent de plus en plus de blé. Moi j'aime rappeler qu'aujourd'hui des pays comme l'Indonésie sont le deuxième acheteur de blé du monde après l'Égypte, le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande en achètent beaucoup. La Chine en achète également beaucoup, mais la Chine en produit. Et la Chine, un peu comme l'Inde, quand vous avez 1,5 milliard de personnes à domicile à nourrir, sur ce qui est déterminant pour la sécurité alimentaire, vous vous êtes donné les moyens d'être producteur. Et c'est vrai que la Chine aujourd'hui est le premier producteur, l'Inde est le deuxième producteur mondial de blé. L'Union européenne, en fait, conteste ce duopole si on agrège les 27 États membres. Donc on a 3 grandes méga-puissances à blé dans le monde, Chine, Inde, Union européenne. Avec la petite nuance, c'est que la Chine n'exporte pas du tout sa production de blé et l'Inde n'en exporte que quand elle a vraiment des récoltes exceptionnelles et pas trop de pépins climatiques. Par contre, pour la Chine, il faut bien comprendre l'importance du volume chinois sur la scène mondiale, puisqu'aujourd'hui, évidemment, si la Chine a des besoins qui continuent à augmenter, ses capacités de production, elles sont en train de plafonner. Donc elle est en train de faire une révolution aujourd'hui plutôt en termes de biotechnologie pour recourir aux nouvelles techniques d'édition génomique et augmenter ses rendements en blé, puisqu'on sait que la Chine a détruit une partie de ses sols agricoles, manque d'eau évidemment, est concerné par les changements climatiques. Donc le défi de la Chine, c'est demain comment j'augmente mes rendements grâce aux biotechnologies et surtout comment je sécurise mes approvisionnements depuis la scène internationale. Et la Chine a une politique de stockage que d'ailleurs l'Union européenne devrait regarder de près, puisque nous avons arrêté de faire des stocks dans tout ce qui compte à peu près. La Chine, elle, depuis des années, fait des stocks dans tout ce qu'elle semble considérer comme stratégique. La Chine, les stocks de blé aujourd'hui mondiaux, pour moitié ou 2 tiers, sont chinois. C'est-à-dire que là où la planète a en gros un trimestre de consommation de blé, si tout s'arrête, si vous enlevez le stock chinois, en fait, il nous reste 4 semaines. Oui, et on peut penser d'ailleurs, ce qui s'était passé en Inde, au moment de la guerre ukrainienne, on peut penser que ces stocks, en plus, si jamais tout s'arrête, ils resteront de toute façon en Chine. Oui, parce hors de question qu'ils les distribuent. Le souhait de la Chine comme de l'Inde, c'est d'avoir des stocks évidemment alimentaires pour des fins domestiques. Et c'est tout à fait normal de comprendre cette équation quand vous avez autant de consommateurs. Et encore une fois, cette stratégie chinoise de stocker de l'alimentation et des grains n'est pas nouvelle, mais nous devons, au niveau européen, peut-être nous redonner quelques perspectives en termes de stock stratégique, y compris alimentaire et céréalier. Ouais, alors on doit se donner d'autres perspectives aussi. On va en parler d'abord d'un mot, parce que ça aussi, tu dis la construction européenne a été façonnée par l'agriculture. Oui, l'agriculture. Pour moi, ça restait l'industrie, communauté européenne du charbon et de l'acier. Ça dépend comment on veut lire les choses. Si on veut lire les choses d'un point de vue franco-allemand, évidemment, c'est charbon-acier. Enfin, le deal qui a été fait dans le couple franco-allemand, c'était charbon et acier, grosso modo quand même, à l'Allemagne et à la France du Nord et à la France de l'Est, mais on a demandé à la France d'être forte sur l'agriculture. Donc la construction européenne, depuis plus de 60 ans, c'est une politique agricole commune qui est la seule grande politique communautaire qui résiste au temps et qui, grosso modo, avec Erasmus, a permis de faire beaucoup de bébés, parce que sans sécurité alimentaire, nous n'aurions pas eu le développement humain qu'on a connu en Europe. Donc cette politique agricole commune, elle s'est basée sur une reconquête de production sur le continent. Pendant des années, on s'est fait la guerre, donc on n'avait pas un développement agricole satisfaisant. On a donné aux agriculteurs les moyens d'investir, de prévoir sur le temps long. On s'est organisé collectivement avec des marchés. Et cette politique agricole commune, évidemment, s'est appuyée sur des productions céréalières, puisque nos climats, nos sols et nos consommations alimentaires reposent
repose beaucoup sur les céréales. Et c'est vrai que l'Europe, c'est une terre à blé. Là aussi, ce n'est pas nouveau, mais ça reste une terre à blé importante aujourd'hui qui compte sur la scène internationale. Oui, mais alors, est-ce que tu parlais de révolution biotechnologique, forcément s'adapter au changement climatique? Est-ce que l'agriculture européenne, aujourd'hui, avec l'ensemble des contraintes normatives, j'ai presque envie de dire, qui pèsent sur elle, va pas rater cette révolution? En tout cas, elle s'interroge sur tout ce qui est biotechnologie. Pour l'instant, elle refuse d'aller dans cette voie. Oui. Et c'est vrai que l'Europe, me semble-t-il, doit regarder à la fois le défi pour elle-même, c'est-à-dire comment maintenir des volumes de production qui puissent correspondre à ses besoins. Les changements climatiques concernent aussi l'Europe. Et on sait qu'aujourd'hui, les rendements en blé augmentent beaucoup moins que par le passé, voire même plafonne, voire même régresse dans certaines régions européennes. Donc, en fait, il y a la question du rapport à la science qui est clairement posée vis-à-vis aussi du défi climatique qui s'intensifie pour nos systèmes de production. À côté de cela, il y a une deuxième équation qui est un peu géopolitique, c'est-à-dire est-ce que l'Europe, demain, veut vouloir dépendre d'autres fournisseurs pour sa sécurité alimentaire. On voit bien que l'Europe, depuis 2-3 ans, se rend compte que dans un certain nombre de domaines, elle doit moins dépendre de l'international par rapport à ce qui est essentiel et stratégique. Donc, autant rester bon et fort aujourd'hui sur l'agricole et le céréalier comme on est en capacité de le faire. Et puis, allons même un peu plus loin, c'est-à-dire que cette deuxième dimension géopolitique, elle est vis-à-vis des enjeux mondiaux. Est-ce que l'Europe veut participer aux équilibres alimentaires mondiaux? Elle en a les moyens. Elle ne va pas nourrir seule la planète, ni en blé, ni en agriculture. Par contre, un manque d'agriculture et un manque de blé européen aujourd'hui sur la scène internationale, c'est un manque supplémentaire dans une équation dont j'ai dit qu'elle était extrêmement étroite. Et donc, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour l'état de la sécurité alimentaire mondiale. Alors, extrêmement étroite, c'est-à-dire, le chiffre que tu donnes, c'est depuis le début du 21e siècle, donc sur nos 22 années, voilà, la demande a été supérieure à la production à 11 reprises. Oui, parce qu'encore une fois... La moitié du temps depuis le début de ce siècle, il n'y a pas eu assez de blé. En fait, aujourd'hui, on consomme ce qu'on récolte. Ouais. Et donc, on est passé sur une situation où on produisait par an 600 millions de tonnes de blé. Aujourd'hui, on a 800 millions de tonnes de blé par an, à peu près. Donc, en 20 ans, on a eu une augmentation significative. Mais la consommation, elle a également augmenté dans les mêmes proportions. Ce qui fait que chaque année... En fait, entre l'offre et la demande, on a des équilibres qui jouent entre 5 et 10 millions de tonnes. Et ces 5 à 10 millions de tonnes, qu'est-ce qui va faire la différence ? Le climat d'abord, évidemment. Et si se mêlent parfois des épisodes géopolitiques ou des mesures précautionnistes de certains pays, plus éventuellement un accident météorologique, vous avez inévitablement une offre inférieure à la demande, et donc on va taper sur les stocks et on va avoir des prix qui augmentent et on va avoir un jeu de rivalité potentielle sur le terrain géoéconomique à travers la logistique, les coûts de transport, etc. C'est un peu la loi du plus fort qui peut s'installer, mais encore une fois, on peut penser que la planète produit assez de blé pour les besoins mondiaux. En fait, heureusement qu'elle produit assez, mais cette production, elle est tout juste. Et dès qu'il y a un pays, on parlait tout à l'heure des 8 nations exportatrices, évidemment, dès que l'une de ces nations est touchée géopolitiquement ou climatiquement, il y a de la nervosité sur le marché mondial. Tu as dit, Sébastien, on s'interdit, nous, Européens, là, on s'interdit toute recherche? On ne s'interdit pas. Disons qu'on a classé, il y a maintenant 3-4 ans, les New Genomic Techniques, les nouvelles techniques de sélection végétale à partir du génome, ce qui avait valu à notre Française Charpentier le prix Nobel de sciences et avec les outils CRISPR. Absolument. On les a classés comme étant des OGM. Ouais. Et donc, on les a classés dans la directive de 2001. Bon, les NGT... Dit quoi, la directive de 2001 ? Que les OGM sont interdits en Europe. D'accord. Et aujourd'hui, on a une révision de cette position. L'Europe doit rendre un avis en juin pour déclasser les NGT des OGM, puisque de toute façon, techniquement, on parle de deux choses très différentes. Je ne rentre pas dans le détail. Mais évidemment, l'Europe a bougé un peu potentiellement sa réflexion et a réouvert une consultation ces derniers mois et doit donc prendre une décision prochaine, parce qu'elle voit le monde entier accélérer sur les NGT et elle voit aussi qu'elle est concernée
par les changements climatiques. Je rappelle qu'en France, les récoltes en blé ces dernières années sont plus chahutées. On a eu en 2016 une mauvaise récolte. L'an dernier, c'était moins bien que prévu. Encore une fois, non pas parce que les agriculteurs ont moins bien travaillé, non pas parce que nos politiques publiques accompagnent moins le secteur agricole, tout simplement parce que la météorologie devient beaucoup plus capricieuse aussi sur nos latitudes européennes. Ouais, et tu dis bien, il y a deux choses différentes. Il y a le tonnage et puis il y a les protéines. C'est-à-dire il y a la qualité de ce blé. Et ça aussi, c'est impacté par le niveau des pluies, enfin par des éléments comme ça qui sont très importants. Il faut comprendre que l'équation céréalière, elle est toujours l'équilibre entre un volume et une qualité. Et donc, que ce soit en France pour faire du pain, et je rappelle qu'on est totalement autonome sur nos productions de blé en France, les Français consomment du pain à base de blé français et tout le segment biscuiterie, viennoiserie repose sur la céréale française. Pour faire certains types de pain ou certains types de biscuits ou de viennoiseries, il faut certains types de caractéristiques en blé, et donc il faut avoir des résultats qualitatifs en protéines, en taux d'humidité qui soient bien spécifiques. À chaque récolte, nous avons un cahier de performance technique totalement inédit. Ouais. Et donc une récolte, c'est un volume et une qualité. Il en va de même sur la scène internationale où quand des pays importateurs font des appels d'offres public ou privé pour acheter du blé aux quatre coins du monde, quand la France dit on est capable, nous, de fournir tel volume avec telle caractéristique, le cahier des charges proposé répond à un appel d'offres. Et là aussi, la compétition entre les nations qui exportent du blé se joue sur le terrain qualitatif. Je dois quand même préciser que la France ou l'Europe ont un avantage concurrentiel important qu'il s'agit de peut-être mieux monétiser demain, en tout cas de mieux protéger. C'est que nous sommes au rendez-vous sur le plan quantitatif et au contrat honoré. On ne fait pas de diplomatie du chantage. Ouais, je comprends. On a un commerce avec des contrats, on honore les contrats. Et puis la qualité reste fortement appréciée puisque nous avons aussi des performances de durabilité, de traçabilité sanitaire que peu de puissances agricoles dans le monde peuvent proposer. Sauf que si on refuse la science... C'est tout le défi. C'est est-ce que l'Europe et la France veulent continuer dans ce siècle de regarder l'agriculture comme étant déterminante pour leur sécurité continentale, ce qu'on n'a jamais fait. Leur économie et leur rayonnement. Ce que tu viens de décrire et la puissance agricole européenne, l'augmentation des rendements, etc. C'est aussi quand même le fait de gens qui ont accepté la modernité de l'agriculture il y a, j'en sais rien moi, 10, 20, 30 ans. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Europe et la France, d'un point de vue agricole, ont besoin de science. Ont besoin d'économie, ont besoin de politique publique et ont besoin d'une vision géopolitique. Si on n'a pas ces quatre éléments, on ne fera non plus la bataille du climat. C'est-à-dire on a une agriculture qui doit évidemment augmenter ses performances écologiques, réduire drastiquement l'impact sur les ressources naturelles, la biodiversité. On doit aller chercher de la neutralité carbone dans tous les secteurs, dont le secteur agricole. Mais pour faire tout ça, on a besoin de science, on a besoin de beaucoup de savoir, on a besoin d'investissement, on a besoin de politiques publiques qui gagnent en cohérence et en constance. Peut-être que le drame de l'Europe et de la France sur les questions agricoles ces dernières années, c'est d'avoir trop souvent changé de bras et d'avoir finalement une volatilité de décision qui est peut-être plus impactante que la volatilité des prix ou même des humeurs des consommateurs. Merci Sébastien. Allez regarder ça, donc géopolitique du blé. Et puis j'espère qu'on se reparlera l'année prochaine avec beaucoup de plaisir pour faire le point sur ce secteur. Mais là, on va rester et sur le climat et sur les allers-retours ingérables pour les entrepreneurs des politiques publiques. On va parler d'énergie et on va parler d'hydrogène. Et donc Jacques Rivoal est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Stéphane. On s'est connus dans une autre vie, quand tu dirigeais Volkswagen en France, et tu es maintenant donc président du groupement d'intérêt public France 2023, en charge de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby, lancement le 8 septembre, c'est ça Jacques ? Moi, je voudrais, pour commencer, prendre la mesure de ce que représente, parce que j'ai mis Coupe du Monde et business, c'est-à-dire c'est pas oui, on va parler du business de la Coupe du Monde, mais c'est la vision que tu dois avoir, toi, de ce comité d'organisation comme d'une entreprise.
Oui, exactement. Et donc, je voudrais prendre la mesure de ce que ça représente si c'était une entreprise. Oui, parce qu'effectivement, les gens ont en tête la compétition sportive, la grande compétition tous les 4 ans qui réunit le Gotha du rugby mondial, mais un comité d'organisation d'un grand événement sportif, d'une Coupe du Monde de rugby, c'est une entreprise. Alors, une entreprise particulière, parce qu'elle est éphémère. En fait, elle démarre de zéro, puisqu'il y a un dossier de candidature, et donc à partir de 2-3 personnes. Et puis à la fin, ça se déroule pendant 6 ans, 7 ans. Et à la fin, il y aura 15 000, 17 000 personnes qui vont travailler pour l'événement. Et effectivement, si on cite quelques chiffres, c'est le 3e grand événement sportif mondial, après les Jeux Olympiques, après la Coupe du Monde de football. C'est pratiquement 900 millions de téléspectateurs. Attends, je m'arrête là-dessus. Parce que... J'avais dans l'idée quand même que tu avais à peine un 5e du monde qui joue au rugby. Mais en fait, ce sont des pays suffisamment importants pour que ça en fasse le 3e événement sportif. Oui, c'est le 3e et c'est télévisé dans plus de 200 pays. Et c'est 900 millions de téléspectateurs. Donc c'est effectivement le 3e événement. Alors nous, on a chiffré... pour le dossier de candidature, on avait chiffré les retombées économiques qu'on estime à plus de 2 milliards d'euros, 17 000 emplois créés, donc c'est effectivement une entreprise significative. 17 000 emplois, mais il y a beaucoup de bénévoles quand même dans l'histoire, Jacques, là. Oui, il y a 5-6 000 bénévoles, il y a 1400 apprentis, il y a des prestataires, des intérimaires, et puis il y a des effectifs en contrat avec le comité d'organisation. Comment est-ce que, juste encore une fois pour faire le parallèle avec tout ça, toi, quand tu as pris ce dossier en main, tu as été voir quelle référence? Je sais pas, tu as appelé Michel Platini, organisateur de la Coupe du Monde 98, t'as appelé... Comment est-ce qu'on va chercher des références? Non, alors nos références, c'est plutôt les autres Coupes du Monde, puisque c'est la 10e Coupe du Monde de rugby qui est organisée, donc on se compare. Alors la dernière, elle était au Japon il y a 4 ans, donc le Japon, c'est quand même toujours un peu difficile pour des différences culturelles de se comparer. Nous, on s'est plutôt comparé à celle qui avait lieu en Angleterre en 2015, et puis il y en avait une autre en 2011, mais c'était en Nouvelle-Zélande, et sinon la France, c'était en 2007, où la France avait déjà, alors pas en responsabilité totale, mais donc notre meilleure référence, c'est l'Angleterre en 2015. Et là, il y a le passage de témoins, c'est-à-dire tu peux, je ne sais pas qui était en charge de... Je me souviens que pour les Jeux Olympiques, c'était Sébastien Coe, c'était le gars avec une aura quand même assez incroyable. Tu peux aller voir ceux qui étaient tes homologues en Angleterre, en Grande-Bretagne à l'époque. Oui, bien sûr. Et discuter un peu des écueils, des choses comme ça. On était allé au Japon. Donc il y a 4 ans, on était allé au Japon faire une mission d'observation pour justement bien regarder ce qui se passait. Ce qui avait été une très belle opération. Ça avait été très très bien organisé par nos amis japonais. Et puis surtout, il y a en quelque sorte une maison mère qui est la propriétaire de l'événement. L'événement Coupe du Monde, c'est une marque, Rugby World Cup, qui appartient à World Rugby, qui est la Fédération internationale de rugby, et qui tous les 4 ans, en fait, délègue le droit d'organiser la compétition à un pays. C'est un peu une relation de franchiseur à franchiseur. Ah oui. Donc c'est l'équivalent de la FIFA pour le football, ce World Rugby. Voilà, d'accord. FIFA pour le football. Et donc eux ont une expertise en fait d'organisation. Exactement. Ils te servent aussi de cabinet de conseil d'une certaine manière. Oui, ils ont surtout une expertise parce qu'effectivement ils font ça. Il y a des responsables d'un World Rugby qui ont fait 5, 6, 7 Coupes du Monde, donc qui ont une vraie expertise, un vrai savoir-faire. Et puis il y a des standards de marque. C'est une marque Rugby World Cup, on n'imagine pas, mais en fait on en va organiser 48 matchs de rugby qui doivent tous respecter un certain nombre de standards en termes de prestations vis-à-vis de l'accueil des spectateurs, vis-à-vis de l'accueil des équipes. Voilà, donc c'est quelque chose de... C'est pas 48 matchs différents dans 10 villes hautes. Il y a vraiment un standard qui doit être respecté. Ouais, tu as raison, c'est exactement la logique d'un franchisé, quoi, en fait. Voilà, ça se rapproche à nous. Alors on dit propriétaire-locataire, on dit World Rugby est notre propriétaire, nous on est le locataire pendant une année de l'événement. Les principales difficultés devant toi? Écoutez, encore une fois, en tant que chef d'entreprise, c'est bien ça qui nous intéresse. Elles sont plutôt derrière moi, derrière nous, je dirais. Parce alors, celles que tu as identifiées au départ, et justement, moi j'aimerais bien le cheminement, comment est-ce que tu les as... comment est-ce que tu as résolu ces problèmes? La plus grande difficulté, c'est, si je compare à une entreprise, où en fait, dans une entreprise, vous avez essentiellement deux parties prenantes, il y a les salariés et les actionnaires, en quelque sorte, pour simplifier. Mais dans une Coupe du Monde de rugby, il y a beaucoup de parties prenantes. Parce qu'il y a déjà nos actionnaires. Alors, ce n'est pas des actionnaires, parce qu'on est un groupement d'intérêt public, c'est nos membres fondateurs. Mais il y en a 2 principaux. C'est d'un côté l'État, de l'autre côté la Fédération française de rugby. Donc, on peut déjà imaginer assez facilement les logiques de fonctionnement, les modes de pensée, les prises de décision, qui sont tout à fait différentes selon ces 2 partenaires. Et puis après, on a World Rugby, qui est un peu notre maison mère. Ça, j'ai connu dans une vie antérieure. Et puis après, on a plein d'autres parties prenantes parce qu'il y a tous les sponsors. On a 37 sponsors.
qui arrivent sur cet événement avec des intérêts, des démarches, des souhaits qui sont aussi différents en termes d'activation. Et puis, il y a toutes les collectivités territoriales, parce qu'on a 8 régions, on a 9 départements, on a 10 villes ou métropoles hautes. Et donc là, c'est des logiques de présidents de collectivités territoriales. Et puis, il y a la famille du rugby, les clubs professionnels, les licenciés. Et en fait, le rôle du comité d'organisation, c'est d'arriver à fédérer tout ce monde-là, qui sont tous sur des logiques de fonctionnement, des modes de raisonnement très différents, d'arriver à tous les fédérer derrière l'événement pour tirer, pour pousser l'événement. C'est ça la plus grosse difficulté. Et à un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un, toi ou un autre, qui est le patron ? C'est-à-dire, face à ces intérêts contradictoires que tu décris parfaitement bien, de temps en temps, il faut trancher. Oui, c'est ça. C'est ça la plus grande difficulté parce qu'il y a Et tu as le pouvoir de trancher, Jacques ? À la fin, oui. À la fin, oui. Alors, c'est trancher, je dirais, c'est faire les compromis, c'est faire la synthèse. Sachant qu'on a plein de contradictions. Par exemple, il faut qu'on fasse un événement qu'on veut être accessible, mais en même temps, il faut essayer de maximiser le résultat. Parce que le résultat financier, il sera redistribué en héritage au développement du rugby. On va y venir sur le résultat financier, donc, ça m'intéresse. Mais on est régi par le Code des marchés publics parce qu'on est un groupement d'intérêt public et on a avec nous des sponsors qui sont tous des entreprises privées. Donc il faut aligner ça. On doit livrer une Coupe du Monde au meilleur standard en termes de prestation de services, mais là aussi, essayer d'optimiser le résultat financier. Donc en fait, on est en permanence en train de jongler entre des intérêts contradictoires. Donc c'est ça qui fait tout le sel, tout le charme effectivement du job. Je ne veux pas t'emmener sur ce sujet-là parce qu'à mon avis, tu n'auras pas envie d'en parler. Moi, je ne le maîtrise absolument pas. J'ai juste compris que la Fédération française de rugby était dans des turbulences importantes. Est-ce que ça complique encore plus les choses ? Ou au contraire, ça les simplifie parce que pendant qu'ils règlent leurs problèmes, ils ne viennent pas t'en chercher. Ouais, je suis un peu tenu un devoir de réserve, parce que moi, en tant que président du comité d'organisation, je suis un des administrateurs de la Fédération française de rugby, mais c'est vrai qu'on aurait souhaité un climat plus serein pour préparer une Coupe du Monde, mais en fait, paradoxalement, c'est des sujets qui sont plutôt connexes à ceux du comité d'organisation que nous, on fonctionne. Et malgré toutes les turbulences qu'a pu connaître la gouvernance de la Fédération française de rugby, on n'a pas pris de retard, on a avancé. Il y a toujours eu des représentants, des prises de décision, des représentants de la Fédé qui étaient dans les comités et ça ne nous a pas retardé dans la préparation de l'événement. Il y a une feuille de route, j'imagine, assez précise, enfin c'est l'équivalent d'un plan stratégique pour une entreprise, qui a été faite au point de départ. Et chacune des étapes a été respectée. Enfin, ça, c'est ta logique d'entreprise, j'imagine, qui a aidé à ça. La particularité, c'est qu'en fait, vous n'êtes jamais dans un mode de management stabilisé, parce que vous êtes toujours en train de préparer l'étape d'après. Parce que ça démarre, c'est un dossier de candidature, donc là, vous êtes plus dans une logique de commando, en fait, où il faut aller renverser la table. Et il y a effectivement un président de la Fédération française de rugby de l'époque qui a eu le courage de dire « Allez, on renverse la table, on va aller chercher cette candidature », alors qu'elle n'était pas du tout... elle était plutôt promise à l'Afrique du Sud ou à l'Irlande. La France avait beaucoup de retard et finalement on a renversé la table et on a réussi à emporter le droit de l'organiser. Et après, il faut définir les grands principes stratégiques de l'organisation. Après, vous passez dans un mode de management plus par les grandes fonctions. Et puis après, vous passez par un mode de management où vous déconcentrez la responsabilité. C'est les patrons de site qui vont avoir à piloter l'événement. C'est le moment dans lequel tu es là en ce moment. On rentre dans ce moment-là où on a des directeurs de site sur chacun des stades qui vont accueillir la compétition et c'est eux qui vont être les patrons pendant les 3-4 mois de l'événement. C'était directeur d'usine, ça. Voilà, c'est plus ou des directeurs régionaux, donc c'est eux qui ont la responsabilité de préparer, de fédérer l'ensemble de l'écosystème, parce qu'on voit le stade, mais autour de ça, il y a les gares, il y a les aéroports, il y a les bases camp de match, là où vont loger les équipes, il faut organiser les transports, les hébergements. C'est un métier en termes de logistique qui est assez complexe, et en fait, le diable est dans le détail, et donc il faut bien préparer tout ça à l'avance. Mais c'est ça le truc, Jacques, c'est que le diable est dans le détail. Le diable est dans le détail. Tout cet échafaudage-là que tu es en train de monter. Il suffit qu'un bus à un moment puisse pas passer à 2h du match par là où il devait passer et tout s'effondre. Il suffit qu'il y ait un embouteillage et que l'équipe arrive en retard. Qu'est-ce qui se passe ? Donc on a tout ça, c'est très très formalisé. Il y a ce qu'on appelle des règlements. Des politiques sur tous les sujets qui sont écrits et avec des plans de crise. Si le bus de l'équipe qui doit jouer est bloqué par une manifestation, je sais pas, quel est le plan B, quoi. Tout est étonnant prévu. que ce soit l'exemple que tu prennes, la manifestation, très étonnant. C'est peut-être un des éléments, tu vois, par rapport au Japon, qui peut être radicalement différent dans l'organisation. Et nous, on sait que les salariés de la RATP et les salariés de la SNCF sont globalement des fans de rugby, donc on leur fait confiance. Ouais, même si, et là
aussi, je ne vais pas t'emmener là-dessus parce que tout ce que tu dis est effectivement, enfin tu dois faire très très attention à ce que tu dis et j'en suis parfaitement conscient. Mais c'est vrai qu'en cela, ce qu'on a pu entendre pendant la réforme des retraites, les menaces autour des Jeux Olympiques ont modifié quand même un tout petit peu le climat. Alors, les bénéfices, le budget, etc. et tout. Est-ce que c'est le but du jeu ? Je vais être très franc avec toi, Jacques, moins pour la Coupe du Monde de rugby, parce que c'est un événement, je pense que la France sait faire, davantage sur les Jeux Olympiques. Juste, je le dis comme ça, je ne te demande pas de commenter. Jeux Olympiques à Paris, moi, personnellement, là, acteur économique, agent économique, je me demande pourquoi on fait ça. Je referme la parenthèse. Est-ce que le but du jeu, c'est d'aller chercher une Coupe du Monde de rugby, c'est d'aller chercher forcément des bénéfices et de la rentabilité ? Non, pas du tout. C'est pas l'objectif principal. C'est quoi l'objectif ? Oui, c'est d'organiser cette grande compétition sportive qui, tous les 4 ans, les 20 meilleures équipes s'affrontent pour désigner le meilleur d'entre eux. Donc c'est une organisation sportive qu'il faut organiser. Ça fait partie du sport. Puis après, je dirais, l'autre objectif, c'est celui-là le plus important, c'est une grande fête populaire. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on va organiser. L'intérêt de notre événement, c'est qu'il a lieu du 8 septembre au 28 octobre, donc c'est pas en plein milieu de l'été. Et c'est pas un événement qui est centralisé sur une ville. C'est un événement qui aura lieu dans 9 grandes villes en France, dans 10 si on rajoute Paris. Et c'est un événement qu'on veut ancrer dans les terroirs et dans les territoires. Ouais. Ça sera à Lille, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, à Nice. J'ai dû en oublier une ou deux. Voilà, donc c'est vraiment... Et on considère qu'on a 80% de la population à moins de 2 heures d'un stade. Et on veut vraiment mettre en avant la richesse de notre patrimoine local, la gastronomie locale. On va spécifier les menus de restauration en fonction de chaque ville. Il y aura un sandwich dans chacune des villes avec une spécialité locale. Voilà, on veut vraiment faire une grande fête populaire parce que le rugby... Tu auras le sandwich Coupe du Monde de rugby, donc tu auras 9 sandwichs Coupe du Monde de rugby. Voilà. À Paris, ça sera le jambon de Paris. Oui, le jambon beurre, forcément. À Lille, ça sera le Welsh. Ah oui, le Welsh. Voilà, une spécialité locale. Voilà, ce qui va nous montrer qu'on sera dans de la densité calorique assez importante quand même, Welsh, en ce qui concerne le Welsh. On a du mal à en prendre un deuxième. Et donc, voilà, c'est ça la grande fête populaire. Et puis, accessoirement, effectivement, il faut quand même qu'on soit responsable et qu'on ait un PNL avec des dépenses qui soient couvertes par des recettes. Il y aura un bénéfice. On est assuré aujourd'hui qu'on ne perdra pas d'argent. Il n'y aura pas besoin de soutien public. Et ce bénéfice, il est redistribué à l'euro près au développement du rugby. L'actionnaire, en fait, de l'événement, c'est le développement du rugby en France. Mais attends, je lis même un bénéfice. Alors ça, c'est les chiffres que tu donnais à l'équipe, je crois, au moment des 100 jours, là, quand vous avez présenté pas mal de trucs sur les 100 jours. Une 50aine de millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros, c'est ça ça reste ça. Le... Entre 45 et 50, c'est le résultat qu'on a annoncé aujourd'hui. Et dis donc, c'est une belle profitabilité. Oui, c'est... Enfin, il y a bien des boîtes qui aimeraient bien avoir non, mais c'est important, cette profitabilité-là, quand même. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Ouais. Encore une fois, cet héritage, il sera redistribué au développement du rugby, parce qu'on estime qu'avec l'engouement de l'événement en septembre 2024, donc après la première rentrée scolaire, après la Coupe du Monde, il y aura peut-être plus 30% de licenciés dans les clubs de rugby. Les parents ou les enfants, séduits par la compétition, diront moi je joue au rugby. Les parents diront moi je vais inscrire mon fils au rugby ou ma fille. Et donc il faudra accueillir ces 30%. Donc ça voudra dire des infrastructures, des formateurs. Voilà. Et donc on a défini également, dès maintenant, on a commencé à travailler sur comment on va redistribuer cet argent pour accompagner cet engouement du sport. Et c'est là que arrive le centre de formation des apprentis sur les métiers du sport. Alors ça, c'est quelque chose quand même de très intéressant, je trouve. Alors on a, à côté de la compétition sportive, à côté de la fête populaire, on s'est dit, il faut, comme toutes les entreprises aujourd'hui, réfléchir sur notre raison d'être, notre démarche RSE. Et donc on s'est dit, c'est quoi ? À partir du moment où on a décidé de faire un grand événement sportif, comment cet événement sportif peut-il s'inscrire dans les problématiques sociétales du moment, en particulier le sujet de la formation, de l'emploi. Et donc on a décidé de créer ce centre de formation des apprentis. Donc on a embauché 1400 jeunes qui sont en apprentissage, un bac plus 3, bac plus 5, et les 50% de leur temps en apprentissage, essentiellement dans des clubs de rugby, pour les aider à se développer. Et une partie de ces 1400 seront pérennisés. On a identifié les budgets pour pérenniser 500 emplois de ces jeunes qui seront dans les clubs de rugby pour les aider à se développer et accompagner ce formidable essor que va connaître le sport après la Coupe du Monde. Alors, dans les clubs de rugby, mais les autres, ils seront formés au métier du sport et à l'ensemble de la palette des métiers du sport, qui est quand même un secteur dont on peut penser qu'il est assez largement porteur quand même. Effectivement, c'est un secteur qui est aujourd'hui beaucoup géré par des bénévoles. Par de l'associatif. Voilà, par de l'associatif. Et donc, on a voulu prendre cette responsabilité de dire, voilà, l'héritage sociétal, c'est de laisser une empreinte avec ces jeunes qui vont irriguer l'ensemble du sport et l'aider à se développer.
Non, mais je reviens sur ce que tu disais. Je ne sais pas si tu as vu ou si tu as en tête, au moment de la Coupe du Monde 98, Canal+ avait fait un film incroyable où ils avaient récupéré, il doit y avoir des milliers de vidéos personnelles faites par toutes les familles et tous les fans du foot le jour de la finale. Et c'est un film incroyable de montage de petites vidéos qui démarre de 8h du matin jusqu'à la victoire finale. Et tu prends la mesure d'un pays qui a vécu ce moment dans une unité qu'on a, et on le sait, du mal à retrouver quand même régulièrement. Il y a quelque chose comme ça, quoi, j'imagine, qui trotte dans votre tête. Pour moi, c'est ça le témoignage qu'on veut laisser le plus important avec cette Coupe du Monde, c'est cette grande fête populaire. Ouais. Et je pense que le rugby, encore plus que les autres grands événements sportifs, parce que le rugby, ça a des vraies valeurs qui sont toujours modernes. Le rugby, c'est un sport de rencontre, c'est un sport de lien social, c'est un sport qui véhicule la fraternité. Dans le rugby, les supporters, ils arrivent ensemble au stade, on n'a pas besoin de les séparer dans les tribunes, ils repartent après boire des bières ensemble, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu. Le rugby, c'est la fraternité entre les classes sociales, entre les générations, entre les pays. On va accueillir... C'est toujours vrai, ça a toujours été vrai, oui, c'est toujours vrai aujourd'hui. Sincèrement, c'est pas des valeurs éculées, c'est pas des valeurs du passé, le béret, la baguette, etc. Non, c'est toujours vrai, et on voit bien que les sponsors qui nous rejoignent, c'est pour ça, parce que les valeurs du rugby, elles sont pérennes, et je dirais même encore plus aujourd'hui, dans une société qui est quand même plutôt tourmentée, fragmentée, archipelisée, comme a dit un grand sociologue. Voilà, nous, on va refaire la possibilité pendant 2 mois, parce qu'en plus, une Coupe du Monde, c'est long, ça dure 2 mois, une Coupe du Monde de rugby, de retrouver du lien social et de la rencontre entre les gens. Et c'est ça qui me frappe aujourd'hui, les collectivités territoriales, les élus, qui sont bien sûr à l'écoute de ce que ressentent leurs concitoyens, leurs électeurs. Ils ont bien compris ça et ils investissent énormément sur le relais, la préparation de la Coupe du Monde, parce qu'ils ont bien compris que là, ils vont enfin avoir la possibilité d'apporter des choses positives aux gens. Et ce que vous disiez effectivement sur les émotions sportives, il n'y a que dans le sport qu'on a ces souvenirs d'émotions sportives. Tout le monde a en tête des grands moments liés à des grands événements sportifs. Ouais. Répétition avant les JO aussi quand même. Est-ce qu'il y a cet enjeu-là aussi qui pèse un petit peu sur vos épaules? Alors, on parle notamment de questions de sécurité, même si tu viens de le décrire, les questions de sécurité du rugby n'ont peut-être rien à voir avec celles des autres sports, mais est-ce qu'il y a un côté quand même répétition avant les Jeux Olympiques? Oui, c'est sûr que pour la France, c'est d'abord une chance extraordinaire d'avoir un pays qui, dans 2 années de suite, va organiser parmi les 2 des 3 plus grands événements sportifs. Donc il y a effectivement des synergies, on discute beaucoup, on échange beaucoup avec... moi, j'ai rencontré Tony Estanguet, on parle, on essaye même de travailler ensemble. On aura par exemple des collaborateurs futurs des Jeux Olympiques, ce qu'on appelle des stadium managers, donc les gens qui vont gérer les compétitions dans les stades. Il y en a un qui sera détaché dans un de nos stades pour se former déjà, ça sera pour lui c'est ça. Voilà, une forme d'apprentissage, et après il est détaché du comité d'organisation des Jeux Olympiques, et après donc il aura capitalisé une expérience, il ira travailler pour les Jeux Olympiques. On a aussi établi des passerelles pour nos apprentis qui demain naturellement pourront venir alimenter les ressources des Jeux Olympiques. Voilà, c'est pour nous vraiment une très grande opportunité d'avoir 2 grands événements sportifs qui se succèdent. Qu'est-ce que tu redoutes là? Question finale, on est à 80-90 jours, on va rediffuser cette interview pendant l'été, donc voilà, qu'est-ce que tu redoutes? Aujourd'hui, tout semble sur les rails et ça ne peut plus dérailler, ou non, il y a toujours un accident possible? Oui, c'est ça, c'est la bonne image, on a tout remis vraiment sur les rails, les billets sont vendus, les sponsors sont là, il y a cet engouement populaire pour l'événement. Après, on a une somme de petits détails, mais c'est plus du détail des back-office, de coulisses. En fait, on va vous organiser un super spectacle. Bon, derrière, il y a un peu d'intendance, il y a un peu de back-office, mais ça, c'est notre boulot. Il y a énormément de choses à faire, mais sincèrement, il n'y a rien de compliqué. Donc, on est très confiant sur le fait que cette Coupe du Monde a été très, très bien préparée. Merci, Jacques. Merci pour tout ça. Jacques Rivoal, donc président du groupement d'intérêt public France 2023. Et donc, 8 septembre, rendez-vous. 8 septembre. Pour le lancement de cette Coupe du Monde de rugby.